Bonjour et bienvenue. Au cours des 2 dernières semaines, l'Europe s'est vraiment trouvé un tournant. C'est le moins qu'on puisse dire. Face à un paysage géopolitique qui change très vite et des tensions transatlantiques bien réelles, le continent redéfinit son avenir. Notre mission aujourd'hui, c'est d'analyser en profondeur les discours, les investissements, bref, tout ce qui dessine la défense européenne de demain. Un sujet absolument passionnant. Cette analyse vous est présentée par ProWave AI. Elle a été générée grâce à Stylo News, l'application d'information qui s'appuie sur l'intelligence artificielle. Et ce qui est intéressant avec Stylo News, c'est que c'est la version grand public d'un logiciel Stylo Intellops qui est utilisé au plus haut niveau. Oui, par des gouvernements, des armées, ça donne accès à une technologie d'analyse de calibre vraiment professionnel. Exactement. Et pour comprendre la situation, il y a un point de convergence, un événement qui vient juste de se terminer ce 15 février, la conférence de Munich sur la sécurité. C'est là que tout s'est joué. C'est vraiment là que le pouls de la géopolitique mondiale a été pris. Et le diagnostic est clair. La relation entre l'Europe et les États-Unis est sous très haute tension. D'accord, alors rentrons dans le vif du sujet. L'ambiance à Munich, c'était comment? On parle de tension, mais concrètement, qu'est-ce qui a été dit? Le message américain, porté par leur ambassadeur auprès de l'OTAN, Matthew Whitaker, a été particulièrement direct. Ah oui, Il a déclaré que l'Europe devait grandir, ce sont ses mots. Il a vraiment insisté sur le fait que les augmentations de budget, c'est une chose. c'est bien, mais ça ne suffit pas. Voilà. Il faut maintenant les transformer en capacités militaires réelles et surtout tangibles. Donc si je comprends bien, le message de Washington, c'est un peu l'aide n'est plus inconditionnelle, il est temps de prendre vos responsabilités. C'est un sacré changement de ton. Oui, C'est un choc psychologique, absolument. Pendant des décennies, le débat, c'était combien l'Europe devait payer. Aujourd'hui, on se demande ce que cet argent achète en termes de capacité réelle et surtout autonome. l'ère de la dépendance est terminée en somme. C'est le message, oui. Et on imagine que ça a dû faire réagir. Comment les poids lourds européens comme la France ou l'Allemagne ont répondu à cet appel à grandir? Alors, les réponses étaient coordonnées, mais avec des nuances très révélatrices. C'est-à-dire? Le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron ont tous les deux parlé d'un partenariat transatlantique renouvelé. D'accord, donc un message rassurant au premier abord. Au premier abord. Mais, et c'est là toute la subtilité, ils ont immédiatement ajouté qu'il fallait une Europe plus forte et plus souveraine. Ah voilà, c'est cet équilibre délicat. C'est ça. On rassure l'allié américain, mais en même temps, on construit sa propre force. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que d'autres voix se sont fait entendre. Je pense au Premier ministre britannique, Keir Starmer. Oui, Il a proposé une idée assez nouvelle, une OTAN plus européanisée. Est-ce que c'est une sorte de troisième voie? c'est une vision très notable en effet. L'idée de Starmer est de dire « Attention, ne créons peu de concurrence à l'OTAN, D'accord. mais rendons l'Europe plus autonome au sein même de l'Alliance. » Il s'agit de renforcer le pilier européen de l'OTAN pour réduire cette dépendance excessive vis-à-vis des États-Unis. Et du côté américain, la position officielle? Parce qu'il y avait le secrétaire d'État, le vice-président? Et c'est là qu'on voit les différentes sensibilités, même au sein de l'administration américaine. Le secrétaire d'État, Marco Rubio, a adopté un ton très pragmatique. C'est-à-dire? Il a reconnu, et je cite, la fin de l'ancien ordre mondial. Il a appelé à ce que chacun réévalue son rôle. En gros, le monde a changé, donc adaptons-nous. Et le vice-président, J.D. Vance? Il était sur la même ligne? Pas tout à fait. Lui a maintenu une ligne plus dure, on va dire, plus critique. Il a beaucoup insisté sur la nécessité de préserver le leadership américain. Donc on a deux sons de cloche. Oui, d'un côté, un pragmatique qui dit «le monde a changé, évoluons ensemble», et de l'autre, un faucon qui dit «le monde a changé, donc réaffirmons notre force». Ce n'est pas la même vision de l'avenir, de l'Alliance. On entend parler d'autonomie stratégique depuis des années, mais ça a souvent ressemblé à un slogan. Qu'est-ce qui nous prouve que cette fois, ça se traduit vraiment en actes concrets? C'est la question essentielle. Et la réponse, en fait, se trouve dans les chiffres et les projets. Sur le plan industriel et technologique d'abord. Oui. Les sources compilées par Stylo News montrent un investissement record de 8,7 milliards de dollars dans les startups européennes de la défense et de la sécurité pour 2025. 8,7 milliards, c'est énorme. Mais j'imagine que ce qui est fascinant, ce n'est pas seulement le montant, mais la nature de ces investissements. On ne parle pas juste de construire plus de chars, si. Exactement. C'est ça le point clé. On ne parle plus seulement des géants de l'armement traditionnel. Une part très, très significative de cet argent va à des startups. Dans quel domaine?
L'intelligence artificielle, les drones autonomes, la cybersécurité, les technologies spatiales. Des villes comme Munich ou même Sofia en Bulgarie sont en train de devenir des hubs d'innovation. C'est la preuve qu'on ne cherchait pas qu'à rattraper un retard. Non, on cherche à innover pour définir les conflits de demain. On a donc l'argent, l'innovation, mais il faut des soldats. Qu'en est-il de ce projet de force de défense européenne? Le débat sur une force de 100 000 hommes progresse, oui. C'est un projet très ambitieux qui incarne cette volonté d'autonomie. Mais c'est aussi là que les tensions apparaissent, j'imagine. Tout à fait. Des personnalités comme Kaja Kallas, la haute représentante de l'UE, ou Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, ont tiré la sonnette d'alarme. Et leur crainte, c'est quoi exactement? Leur crainte est simple, que cette force européenne crée des structures parallèles, voire concurrentes à l'OTAN, qu'elle siphonne des ressources et au final qu'elle affaiblisse l'Alliance Atlantique au lieu de la renforcer. Mais n'est-ce pas là le cœur du paradoxe? En voulant se renforcer pour rassurer l'Alliance, les Européens risquent d'envoyer le signal inverse à Washington. Vous mettez le doigt dessus? Le signal qu'ils n'ont plus besoin d'eux. C'est tout le paradoxe de la situation. Et ce paradoxe atteint son paroxysme quand on aborde un sujet presque tabou, la dissuasion nucléaire. Ah oui. L'incertitude sur l'engagement américain a totalement relancé le débat sur une force de frappe nucléaire européenne indépendante. Et la plupart des scénarios s'articulent autour de l'arsenal français, j'imagine. Oui, principalement. D'ailleurs, le président Macron doit bientôt clarifier sa doctrine, ce qui sera un moment absolument crucial pour la sécurité du continent. Et au niveau des nations, est-ce que cette tendance se confirme? Est-ce que les pays changent concrètement leur posture? Oui, de manière très significative. En Allemagne, par exemple, des voix très influentes appellent à faire de la Bundeswehr la plus grande armée conventionnelle d'Europe. C'est une révolution culturelle pour l'Allemagne? Complètement, pour un pays qui a été très prudent sur le plan militaire depuis 1945. Et au nord, c'est encore plus spectaculaire. C'est-à-dire? La Suède, la Finlande, la Norvège et le Danemark sont en train de mettre en place une intégration de défense sans précédent. On parle de commandement partagé pour faire face à la Russie. C'est du jamais vu. Pendant que l'Europe est en pleine introspection, comment l'OTAN, l'institution elle-même, s'adapte à cette nouvelle dynamique? L'OTAN est en pleine mutation. Certains analystes parlent de l'émergence d'un OTAN 3.0. Juste pour être sûr que tout le monde suit, quand on parle d'OTAN 3.0, on l'oppose à quoi? OTAN 1.0, c'était la guerre froide, 2.0, la lutte contre le terrorisme, c'est bien ça? C'est exactement ça. L'OTAN 1.0 était focalisée sur la défense collective face à l'URSS. L'OTAN 2.0, après la chute du mur, s'est tournée vers les interventions extérieures, comme en Afghanistan. D'accord. Et l'OTAN 3.0, c'est un retour aux fondamentaux, la dissuasion et la défense du territoire européen. C'est moins de missions lointaines et plus de réalisme et de défense du continent. Et sur le terrain, ça se traduit comment, ce retour aux sources? Par des actions très concrètes. Sur le plan opérationnel, l'Alliance a lancé la mission Arctic Sentry. Dans l'Arctique. Oui, l'Arctique est devenue une zone stratégique majeure. Cette mission vise à surveiller et contrer l'activité russe qui y est croissante. Et sur le plan structurel? Il y a une transition discrète mais fondamentale. De plus en plus de responsabilités de commandement sont transférées des États-Unis vers les alliés européens. C'est la matérialisation de ce fameux partage du fardeau. Mais tout ça ne se fait pas sans heurts, j'imagine. Malgré cette adaptation, l'unité de l'Alliance doit être mise à l'épreuve. C'est le moins qu'on puisse dire. Plusieurs points de friction majeurs testent la cohésion de l'Alliance. Le premier étant l'Ukraine, évidemment. Bien sûr, le conflit reste le plus visible. Les négociations pour un cessez-le-feu, qui devaient avoir lieu mi-février, sont dans l'impasse. Attendez, les sources mentionnent un chiffre de l'OTAN sur les pertes russes. 1,3 million de tués ou blessés. C'est un nombre colossal, presque difficile à concevoir. C'est un chiffre qui donne le vertige et il provient des services de renseignement de l'Alliance. Est-ce que c'est fiable? Bien. Parce que si c'est ne serait-ce que proche de la réalité... Même en le prenant avec prudence, comme il se doit en temps de guerre, ça témoigne d'un coût humain effroyable pour la Russie, mais en parallèle, on voit aussi les limites européennes. Comment ça? Les plans pour une mission de maintien de la paix de 80 000 soldats européens en Ukraine ont été drastiquement réduits. Ah oui? On parle maintenant d'une simple mission de surveillance de 5 à 10 000 hommes. La raison? Une pénurie de troupes disponibles dans les armées européennes. Donc d'un côté, la volonté d'autonomie,
et de l'autre, la réalité des capacités qui ne suit pas toujours. Et il y a aussi des fractures politiques au sein de l'UE et de l'OTAN. Oui, et la Hongrie de Viktor Orban en est l'exemple le plus criant. Orban a récemment qualifié publiquement l'Ukraine d'ennemi. Ennemi, c'est un mot très fort pour un membre de l'UE et de l'OTAN. Extrêmement fort. Il accuse Kiev de vouloir couper l'accès de la Hongrie à l'énergie russe. Ça crée une division béante. Et comme si ça ne suffisait pas, les relations directes avec la Russie viennent de prendre un nouveau coup. En effet, la publication toute récente des conclusions d'une enquête européenne sur l'empoisonnement de l'opposant Alexei Navalny a ravivé les tensions. L'enquête a provoqué une vague de condamnations et Moscou continue de nier. Chaque événement de ce type ajoute une couche de méfiance. Exactement. Dans ce contexte extrêmement complexe où tous ces fils s'entremêlent, quels sont les événements à surveiller de près dans les semaines et les mois à venir? Alors, il y a plusieurs jalons à observer. D'abord, le suivi très concret de la conférence de Munich. Voir si les paroles se transforment en actes. C'est ça. On va voir si les budgets sont votés, si les accords de coopération sont signés. On verra vite si l'élan était réel. Et bien sûr, l'évolution de la situation en Ukraine reste centrale. Absolument. Le résultat des pourparlers de cessez-le-feu sera déterminant. Et un autre facteur crucial sera le déblocage ou non de ce programme de crédit de 90 milliards d'euros de l'UE pour l'Ukraine. Prévu pour quand? Pour le début du deuxième trimestre. La survie économique du pays en dépend en grande partie. Et enfin, il faudra garder un œil sur ces initiatives de défense purement européennes dont on a parlé. Tout à fait. Il faudra suivre les progrès de l'intégration militaire des pays nordiques. C'est un vrai laboratoire. Et puis, comme on l'a dit, la clarification attendue de la doctrine nucléaire française. Ça, c'est un événement qui pourrait, à lui seul, redéfinir la posture de tout le continent. En profondeur. Et pour des décennies. Pour conclure, après avoir exploré toutes ces facettes, quelle est la grande question qui se dégage? La réflexion à méditer. L'Europe est face à son propre reflet. Et la question fondamentale, c'est la suivante. Cette quête d'autonomie, qui est nœud d'une angoisse face à l'incertitude américaine, va-t-elle réussir à bâtir un pilier européen plus fort qui, au final, consolidera l'alliance occidentale? Ou, à l'inverse, Ou est-ce que cette même quête, si elle est mal gérée, risque au contraire d'accélérer la fragmentation d'un ordre de sécurité qui a maintenu la stabilité pendant 80 ans? C'est tout l'enjeu des mois et des années qui viennent. cette analyse a été réalisée avec Stylo News, une application qui vous permet de créer vos propres synthèses d'informations personnalisées. Stylo News analyse des centaines de sources, y compris le réseau social X, pour fournir des briefings sur demande. Pour découvrir la puissance de l'information alimentée par l'IA, on vous invite à vous abonner à Stylo News sur www.stylonews.com. Merci de nous avoir écoutés. Oui, merci. Si certains sujets vous intéressent particulièrement pour de futures analyses, n'hésitez pas à nous en faire part. Et pour rester informé, suivez Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés.